L'autre jour, j'étais sur YouTube et j'ai vu la vidéo de ce gars. Jean Rivière nous apprend que prendre des notes ça sert à rien et qu'il vaut mieux lire des choses, appliquer concrètement ces concepts à sa vie et avoir très peu de livres, très peu de lectures, très peu de concepts qu'on applique concrètement pour que ça nous change concrètement notre vie et arrêter de faire de la masturbation intellectuelle en prenant des notes sur des milliers de trucs qu'on ne relira jamais. Et la réalité, c'est que je pense qu'on a tous déjà eu cette sensation en prenant des notes. La sensation que, en fait, la note qu'on est en train de prendre, on la relira jamais, elle nous sert à rien. Et dans tous les cas, ça va pas nous aider à améliorer la rétention d'informations parce que dans tous les cas, on va oublier à la fois qu'on a lu ce truc et ensuite qu'on a pris une note sur le truc qu'on a lu. Donc, on a généralement l'impression que prendre des notes, ça sert à rien parce que c'est déconnecté des enjeux qu'on vit au quotidien et de notre amélioration personnelle. Mais moi, d'entendre ce genre de réflexion, ça me rend profondément triste parce que la prise de notes, c'est peut-être l'activité qui m'a fait le plus évoluer ces 5 dernières années. En tant qu'humain, une des manières qu'on a de s'améliorer et de progresser, c'est dans notre manière de voir le monde. Et chaque fois qu'on lit, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre de nouveaux concepts, de nouveaux modèles mentaux à notre compréhension du monde. Alors, ça nous permet d'être plus tolérants, d'avoir plus d'idées, de s'améliorer, d'être plus intelligent. Plus on lit, plus on a de concepts, plus on a de modèles mentaux, plus on peut faire de liens, et plus petit à petit, on devient intelligent et on devient une belle personne. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois l'apprentissage et la lecture. Donc moi j'ai l'impression que ce raisonnement, qui devient de plus en plus populaire parmi les créateurs de contenu en ligne, je sais pas pourquoi, est en fait simplement un mauvais raisonnement. Bah oui, parce que la question qu'il faut qu'on se pose avant de se demander est-ce que prendre des notes c'est utile, c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait des notes? Bon, le raisonnement logique que la plupart des gens ont pour prendre des notes, c'est de se dire que, ok, on a tous un cerveau, mais on le sait tous, il est méga faillible. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui l'ont montré, par exemple celle-ci sur la courbe d'Ebbinghaus, qui nous disent que, en gros, on va oublier 90% de tout ce qu'on consomme au bout d'à peine 6 mois. Et pour vous montrer que ça fonctionne, est-ce que vous seriez capable de me résumer un livre que vous avez lu il y a 6 mois? Ou si vous êtes déjà capable de vous souvenir du titre du livre, est-ce que vous pouvez me résumer les 5 concepts principaux de ce dernier? Avec beaucoup de clarté. J'en doute. Du coup, la solution logique à ce problème, ça pourrait être de se dire, ok, donc on va prendre des notes sur ce qu'on lit, comme ça on est sûr de pas l'oublier. Sauf que ça marche pas non plus. Parce que la plupart du temps, on oublie qu'on a pris ces notes et on oublie le contenu des notes. On oublie tout. Donc, on a pris des notes, on a pris du temps, on a passé du temps à faire un truc finalement qui est inutile parce qu'on relit jamais ce qu'on a pris. Donc finalement, on passe du temps à faire un truc qu'on pense qui va être utile, mais en fait, ça nous fait perdre encore plus de temps et c'est encore plus inutile. Et si on en reste là, effectivement, Jean Rivière a raison. Mais donc les notes, ça voudrait dire que ça sert à rien? Non. Et pour vous le montrer en 4 exemples, je vais simplement vous montrer à quoi ressemble une base de notes organisée, bien structurée, selon des bons principes, et ce que ça me permet de faire aujourd'hui. Tout ce que j'ai jamais lu, vu, entendu ou pensé pendant 5 ans se trouve actuellement sous vos yeux, et je peux y retourner. Par exemple, je sais qu'il y a quelques années, je me suis intéressé à tout ce qui concerne la complexité. Par contre, je vous avoue, mon premier cerveau, il se souvient plus de grand chose. Je peux vous sortir quelques concepts, mais pas énormément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper complexité dans mon système. Ok, j'ai les bons points d'entrée. Le paradigme de la complexité. C'est quoi? Waouh, je viens sur une note que j'avais prise, que j'ai reformulée en mes propres mots, où je suis en train d'expliquer que, en fait, on a besoin de diviser pour mieux comprendre. Cependant, il faut aussi savoir réunir les parties dans un tout. Au lieu de simplification, il faut appliquer le processus de la complexité comme un Zettelkasten. Donc, il ne faut pas faire disjonction, réduction. Ok, oh, c'est super intéressant. Tiens, d'où vient ce concept qui m'est super intéressant et qui m'apporte déjà beaucoup de valeur? Eh ben, oh, ça vient de ce truc introduction à la pensée complexe. Waouh, ok. Le rôle de la pensée complexe. D'accord, ok, c'est quoi les autres trucs que j'ai? J'ai des trucs sur la pathologie de la pensée contemporaine, les systèmes auto-éco-organisateurs. Alors, c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est un système ouvert. Oh, ok. Et si je vais voir ce que j'ai aussi d'autres dans mes systèmes, est-ce que j'ai d'autres notes qui pourraient être intéressantes par rapport à ça? Oh oui, intéressant. Avec moins de travail, les gens produisent plus. Waouh, ok, d'accord, parce qu'on n'a pas une vue assez holistique. Oh, d'accord, aujourd'hui, l'entreprise a un système dégénératif. Au lieu de simplification. Le rôle de la pensée complexe. Appliquer le processus. D'accord, système auto-éco-organisateur. Alors, c'est quoi ça? Des trucs sur la pathologie de la pensée contemporaine. Oh, ok, stop. Pourquoi je viens de vous faire cette démonstration super confuse de mon logiciel de prise de notes? Eh bien, je vous ai fait cette démonstration pour vous montrer que même si mon premier cerveau se rappelle plus des notes que j'ai lues sur la théorie de la complexité il y a 5 ans. Le truc, c'est que quand on prend des notes qui sont bien organisées, notre système, ça devient un support pour notre pensée. Je peux revenir dans les notes que j'ai prises il y a 5 ans, et comme elles sont bien structurées, une note par concept, portable,
bien interconnectés, j'ai de l'émergence d'idées qui vient. Ça me rappelle des trucs que je pensais à l'époque. Les choses que je notais à l'époque peuvent résoudre des problèmes que j'ai aujourd'hui. Ça me permet de générer de nouvelles idées. C'est vraiment un outil qui vient amplifier ma pensée. C'est comme si ma mémoire à court terme, au lieu d'uniquement se souvenir des choses que j'ai lues les 7 derniers jours, ça peut se souvenir de ce que j'ai lu les 5 dernières années et toujours avoir le concept auquel je pense sous la main. Et également d'avoir des concepts auxquels je pense même pas, qui me sont suggérés par mon système, par des liens bien faits, ou même l'IA qu'on peut intégrer dans ce genre de système. C'est vraiment un outil pour penser. Et donc quand on voit cette démonstration, on se rend compte que là maintenant la réflexion elle change complètement. Parce que prendre des notes c'est plus inutile. Quand on prend bien des notes, une base de notes, ça devient un système qui amplifie notre réflexion. Comme si on avait pris des drogues et qu'on pouvait avoir accès à toutes les connaissances depuis 5 ans, faire plein de liens et devenir super intelligent. Mais c'est vraiment ce que ça procure, en fait, la prise de notes. Et donc là, on se trouve avec une autre analogie. C'est que prendre des notes, c'est investir sur un actif, et ne pas en prendre, c'est investir sur un passif. Oui, je suis en train de comparer la prise de notes avec l'investissement financier. Bon, un passif, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Par exemple, dès que j'ai de l'argent, je vais m'acheter des Starbucks tous les matins et des nouvelles télés, des nouveaux ordi. Donc, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Et globalement, mon compte en banque il reste toujours à un même niveau. Il n'y a pas de cumul. Bon, voilà, je fais pas d'économie. Très bien. J'investis dans des passifs. Alors, c'est génial, les passifs, parce que ça nous apporte beaucoup de dopamine à court terme, les Starbucks et les télés, etc. Mais à long terme, ça nous apporte absolument rien. Et si on fait l'analogie avec les prises de notes, ça veut dire que, en permanence, je suis comme en train de refaire mon expertise actuelle. Je suis en train de remettre mes 20 concepts principaux dans mon cerveau à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est comme si j'écrasais ce que j'avais fait auparavant. Parce que j'ai plus accès. Tu demandes à quelqu'un de te dire qu'est-ce que tu as appris en physique-chimie quand tu as fait tes études, alors que la personne maintenant elle est dans les RH dans une grande boîte et qu'elle a 50 ans. Rien. C'est comme si elle avait effacé son disque dur en permanence. Donc, tu es en permanence obligé de réapprendre de nouveaux trucs sans capitaliser sur ce que tu as appris précédemment. Et quand tu es dans la création de contenu ou dans la création de projets ou n'importe quoi, tu es sans cesse obligé de refaire tes nouvelles recherches. J'écris un nouveau livre, bam, je repars de zéro. J'ai pas de base de notes, donc bah vas-y, je vais écrire sur tel sujet, je vais me taper 6 mois de recherche, de la documentation, etc. Alors que quand t'as une base de notes, j'ai envie d'écrire sur un sujet, j'ai littéralement toute ma vie dans laquelle je peux naviguer et organiser mes pensées de manière extrêmement simple grâce à un bon logiciel de prise de notes. Maintenant, du coup, l'autre option quand on prend des notes, c'est qu'on commence à investir dans des actifs. Donc c'est des choses qui mettent de l'argent dans votre poche. Par exemple, si on prend l'argent, au lieu de mettre 1000 € dans une télé et 60 Starbucks, je vais le mettre dans une action. Cette action, elle va prendre 10% par an. Dans 50 ans, c'est 1000 €. Ils m'auront rapporté à peu près 120 000 €. Ce sera devenu 120 000 €. J'ai rien eu à faire, je l'ai juste placé dans un actif. C'est exactement ce qui se passe avec les connaissances. C'est-à-dire que quand on prend des notes sur les contenus qu'on consomme, plus on est intelligent, plus on est intelligent. Il y a une sorte d'auto-amplification. Plus on lit, plus on a de concepts, plus on connecte ces concepts avec des concepts existants, plus on a de concepts, plus on peut faire des connexions nombreuses, plus on a de concepts, plus on peut faire des connexions nombreuses, si bien qu'à la fin, quand tu as un nouveau concept qui rentre, il y a, je sais pas, 500 connexions qui peuvent se faire, 500 nouvelles idées qui peuvent se générer, les connaissances nécessaires pour obtenir une expertise dans la plupart des domaines qu'on a étudiés dans notre vie sont là, on peut les connecter entre eux, et voilà quoi, c'est un vrai support pour la pensée. Donc la conclusion clé de cette première partie de vidéo, c'est que prendre des notes sur les contenus qu'on consomme, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Mais ça, c'est encore hyper secondaire en réalité. Parce que le point principal, c'est celui de la sharpness of thinking, la qualité de pensée. Prendre des notes, ça permet de comprendre et de maîtriser. Pour vous permettre de comprendre ce point, j'ai fait une analogie en 4 types de penseurs. Le premier type de penseur, ce sont les surfacistes. En gros, c'est tout le monde. Non, en vrai, c'est horrible, hein, mais de plus en plus aujourd'hui, on est comme ça. Les gens ont tendance à être comme ça. C'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, sur beaucoup de domaines, il n'y a pas de souci, mais qui n'ont aucune profondeur. C'est les gens qui disent qu'ils ont lu un livre parce qu'ils ont juste lu le résumé de ce livre. C'est des gens qui disent « Oui, j'ai fait ça ». Ils n'ont jamais étudié, ils ont simplement parcouru. C'est les gens qui sont experts sur 18 sujets, mais en réalité, ils n'ont aucune profondeur et ils souffrent en permanence de l'effet de Dunning-Kruger qui est qu'ils se croient compétents parce qu'ils ne sont pas encore conscients de leur incompétence dans leur domaine. Donc c'est la première typologie de penseurs, les surfaciques. La seconde typologie de personnes, ce sont les spécialistes identifiés. Bon, ça c'est ce qu'on pourrait en fait appeler les experts aujourd'hui. C'est donc des personnes qui ont une expertise, une connaissance très profonde dans un sujet. Ils sont très compétents pour une chose. Mais le revers de la médaille de ça, c'est qu'ils sont ultra identifiés dans un système de pensée, un système de croyance. Ils commencent à voir le monde
à travers le prisme de leur discipline. Par exemple, c'est un économiste qui est super bon dans sa recherche, il lit toute l'actualité, il y connaît à fond sur tous les sujets de géopolitique et tout. Mais le truc, c'est qu'il est même pas, il se rend même pas compte qu'il est collé à des lunettes pour voir le monde. Comme il lit toujours dans le même sujet, et qu'il a qu'une seule expertise qui est en I, si vous voulez, il voit le monde comme un ensemble de trucs géopolitiques. Il se rend même pas compte qu'il pense à partir de croyances. Non. Il est simplement identifié à ses croyances et il a l'impression qu'il a une vision du monde qui est le monde. Bon, si vous êtes nouveau dans le monde de la complexité, dans le monde des croyances, etc., de la pensée, ça peut peut-être être un peu bizarre, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ce type d'experts, ils sont évidemment soumis au biais de confirmation, au rejet des autres perspectives, à une sorte d'ethnocentrisme culturel et intellectuel. En fait, dans la spirale dynamique aussi, c'est tout ce qui serait en dessous du jaune. Passons maintenant à la troisième typologie de penseurs. Alors là, c'est peut-être la typologie dans laquelle vous vous trouvez si vous regardez ce type de vidéo, et dans laquelle la plupart des gens qui ont un système de prise de notes se trouvent également. Ce sont des penseurs qui sont multicurieux, multipassionnés, donc ils vont lire sur plein de trucs, et ils vont vraiment passer du temps à se dire, ok, je vais me former sur tel sujet, dans tel sujet, je vais me dire, ok, j'apprends la biologie, je lis pas simplement les résumés de livres sur la biologie, non, je vais apprendre les prémices par cœur, je vais apprendre c'est quoi un acide aminé, c'est quoi une molécule, c'est quoi les liaisons, etc. Je vais avoir de la base, et je vais avoir de la profondeur dans toutes les disciplines dans lesquelles j'ai envie de me former, et donc je deviens un multispécialiste, multipassionné, et qui arrive un petit peu à faire des liens. Cependant, cette personne, qui est multi-passionnée, multi-compétente, disons, elle va avoir un problème fondamental, c'est qu'elle n'arrive pas à faire concorder toutes les visions du monde qu'elle apprend. Ce qui se passe quand elle va en profondeur, c'est que elle commence à devenir experte de différentes approches. Et elle commence à se croire supérieure. Et elle commence à voir le monde par tous les concepts qu'elle a. Et donc elle commence à plus voir le monde tel qu'il est, mais à voir le monde comme un ensemble de modèles mentaux qui sont super pertinents, qu'elle maîtrise super bien, mais elle voit plus le monde tel qu'il est, et elle a l'impression de voir la carte pour le territoire, si vous voulez. Et elle a aussi du mal à voir une vision systémique vue d'ensemble, de toutes les connaissances entre elles. Elle voit encore des contradictions partout. Elle voit, ok, mais telle approche, ça va pas avec telle approche, non mais telle approche est vraiment nulle, il y a que cette approche-là qui marche, il y a un truc un peu duel, binaire comme ça. Et ça nous amène justement la quatrième typologie de penseurs. La quatrième typologie, je l'ai appelée les intégrateurs transcendants. Et ça, c'est connecté à un concept que j'ai vu, je crois, dans une vidéo d'Ido Portal. J'ai beaucoup aimé ce mot quand il l'a dit, c'est le go through. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui veulent aller deep, qui go deep dans les connaissances. Ok, j'ai une connaissance, un domaine, une approche, je veux aller deep dedans, tout comprendre à cette approche. Et je ressors jamais. Une fois que je suis en bas, je vois le monde par là où je suis dans cette approche. Je ressors jamais. L'idée d'Ido Portal, c'est de dire non. Quand on a fini de maîtriser un sujet, ou qu'on commence à devenir compétent, il faut être capable d'aller through. C'est-à-dire aller deep, comprendre les détails, les prémices, etc. Et puis aller through le concept et voir ensuite le concept dans ses limitations. C'est pouvoir dire, ok, telle religion, telle approche, telle personne, tel concept, c'est pertinent, mais limité. Donc je vois la pertinence du truc dans tel cadran, dans telle réalité, dans tel aspect de la réalité, mais je vois aussi les limitations de ce concept, et je vois aussi comment telle autre perspective complète l'autre approche, si vous voulez. Et donc je commence à avoir une approche qui transcende et inclut toutes les approches, et qui me permet aussi, dans une manière plus méta, de me rendre compte que waouh, ok, j'apprends des connaissances, j'apprends des modèles mentaux, j'en ai besoin pour vivre, pour m'améliorer, mais ça reste des connaissances, ça reste des modèles mentaux, ça reste un élément de perception de réalité qui vient s'ajouter à nos perceptions sensorielles, qui forment voilà, des mots, des croyances, des concepts, etc. Mais c'est en aucun cas la réalité. C'est en aucun cas un truc qui est important. C'est juste des concepts qui flottent là, qui nous permettent de mieux vivre notre vie, et c'est tout. Ça reste des concepts, et la limitation des concepts, elle est ultime, parce que si tu formules un concept, c'est forcément binaire. Et quelque chose qui est forcément binaire, c'est jamais quelque chose qui englobe la réalité. Tu pourras jamais décrire la réalité avec les mots. Et donc, t'en es à ce niveau-là, et tu prends un step back, et tu te rends compte que, waouh, les connaissances, c'est vachement chouette. Toutes les approches, elles ont leur pertinence, elles aident les gens à progresser, là où ils en sont, etc. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a plus de binarité entre tout ça. C'est juste des outils qui sont vachement utiles, et on voit les limitations de chaque, et on se rend compte que la vie, c'est bien plus grand que ça. Et donc, finalement, les caractéristiques que j'ai notées dans mes notes, parce que là, je suis parti en vrille, c'est une compréhension profonde et détachée, une humilité épistémique, une vision intégrative et flexible, et une capacité à utiliser les concepts comme outils et plus comme lunettes. Voilà. J'avoue que j'ai pas trop lu ça autre part, ce truc-là, intégrateur transcendant, go through et ces caractéristiques-là. Donc, c'est vraiment des trucs qui partent de mon ressenti perso et que, honnêtement, il y a un an, j'aurais été incapable de vous dire.
C'est vraiment depuis un travail assez poussé avec les psychédéliques, la spiritualité, et cetera, que j'ai pu commencer à prendre cette posture-là, et peut-être une évolution, je sais pas, dans mon système de conscience, quoi, qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive de plus en plus à prendre cette place-là. Mais évidemment, c'est pas, une typologie dans laquelle je suis non plus, tout le temps. OK, maintenant la question qui vous reste peut-être, c'est: OK, c'est bien d'avoir des concepts, d'aller en profondeur, d'apprendre la biologie, comment fonctionnent les acides aminés, mais pourquoi? Et ben pour créer. Et parce que créer, c'est l'essence de l'être humain. Quand on veut créer des trucs, on assemble des idées en permanence. Par exemple, l'inventeur du roller, il connaissait les chaussures, les roues, il les met ensemble, il a inventé le roller. Et ça permet d'avoir du fun aujourd'hui avec des gens. Moi, pour créer cette vidéo, j'ai lu plein de trucs sur internet, j'ai vécu des trucs dans la vie, bam, j'ai mis tout ça ensemble et je me suis dit, waouh, je vais créer cette vidéo. Et cette vidéo, elle vous permet d'avoir du fun, de vous sentir inspiré. L'inventeur de l'avion, il a dû aller en détail dans les principes physiques, les lois de Newton, etc. pour savoir ensuite comment il allait pouvoir créer son avion. Il a dû aller en profondeur, apprendre des concepts, apprendre des trucs, et ensuite utiliser ça comme building blocks pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et moi, je suis convaincu que c'est ça l'essence de l'être humain. C'est faire de l'émergence par sérendipité. Et la prise de notes pour ça, il n'y a rien de mieux. Comme je vous l'ai montré au début dans mon système, je me balade et il y a des liens qui se font. Je tombe sur une note sur les neurosciences, puis ensuite je tombe sur une note sur la pâtisserie, puis je tombe sur une note sur le jardinage. Waouh, je vois des liens entre tout ça. J'ai envie de créer un nouveau concept de neurojardinage pour améliorer la santé, j'en sais rien. Et la prise de notes, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui démultiplie vos capacités de penser. En définitive, la prise de notes dans le processus créatif, c'est pas une simple habitude documentaire, mais c'est un acte de création en soi. Tout comme l'artiste qui capture l'étincelle fugace d'une inspiration pour la transformer en œuvre, le preneur de notes cultive un terreau fertile où les idées peuvent germer et s'épanouir. Ces notes deviennent un cocon intellectuel riche en nutriments créatifs où chaque nouvelle pensée peut se développer, mûrir et finalement prendre son envol. Car au fond, qu'est-ce que la création sinon la capacité à capturer ces fragments d'inspiration que la vie nous offre pour les nourrir de notre technique et de notre savoir jusqu'à ce qu'ils deviennent des œuvres capables de résonner avec d'autres. La prise de notes est ainsi la première étape de ce voyage créatif. Le moment où on décide non seulement d'écouter nos intuitions, mais aussi de leur laisser une chance d'exister. Merci à tous, c'était Elliot.